j'aimais pas trop cette étiquette qu'on mettait. Oh, une fille, ça doit être comme ça. Tu vois, parce qu'à la maison, on a grandi dans ce. Donc j'ai un frère, donc une fille, un garçon. Et il y avait déjà la répartition des rôles des tâches des destinées qui étaient tracées chez nous. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler d'identité culturelle lorsqu'on est une femme sud-asiatique. Je vais avoir cette discussion super intéressante avec Poulan Devi, créatrice du podcast Ni ton hindou, ni ton pakpak. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, bien évidemment, quand on aura fini l'épisode. Et aussi, si vous nous écoutez sur le podcast, de nous laisser une belle évaluation. 5 étoiles, c'est bien. Ça nous aidera à être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Hello Poulan, comment ça va? Hello Sarah, ça va bien, merci. Bienvenue au Woman Talk That Talk. Merci pour l'invite. Si je demande qui est Poulan Devi, qu'est-ce que tu nous réponds? Poulan Devi, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois déjà une personne qui a vraiment existé. C'était une femme qui s'est transformée à cause des circonstances de la vie, de sa vie et de la société dans laquelle elle vivait en bandit et en fait en victime du patriarcat, du sexisme, etc. Donc en fait c'était une femme indienne provenant du nord de l'Inde et qui s'est beaucoup battue pour les femmes et aussi en tant que femme mais venant de castes sociales très basses, donc des castes de Dalit par exemple. Et en fait, cette femme-là, pour moi, elle montre beaucoup la force et les différentes forces qu'on peut avoir en tant que femme. D'accord. Et je sais pas, juste pour être certaine, tu parles bien de toi là? Oui. Ah, ok. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on parlait d'une autre personne, j'étais en mode... En fait, la femme, c'est le nom d'une femme qui existe déjà. Et moi, j'ai pris son prénom. C'est pas mon vrai prénom, parce que je donne pas mon vrai prénom sur les réseaux sociaux. Du coup, moi, je t'ai appelée Poulan tout le long, si vous voyez le problème. Et tu t'appelles comment? Brigitte. Brigitte. Oh, waouh, rien à voir. Rien à voir. C'est super intéressant parce qu'en fait, moi, je partais vraiment du principe que tu t'appelais Poulan Devi. Mais en fait, tu t'appelles Brigitte. Ton nom de famille, c'est un autre nom de famille aussi, j'imagine. Ouais. Et donc, c'est vraiment un personnage que tu t'es inspiré pour créer cette plateforme que tu as aujourd'hui. D'accord. Ouais, oh, nice. ça. Parce que j'étais en mode, attends, c'est une femme qui s'est battue. J'étais en mode, En plus, elle est morte, cette femme. Ok, mais du coup, toi, Brigitte, aka Poulan Devi, qui es-tu? Je me définis encore comme femme indienne. Ça, c'est très important pour moi. Tamoul, encore, ça c'est très important pour moi parce que en fait en Inde il y a différents états fédéraux et moi je viens en particulier, enfin mes parents proviennent en particulier de cet état-là, un état du sud-est et pour moi c'est des identités auxquelles je tiens beaucoup parce que mes parents ils ont immigré en France et depuis qu'ils sont arrivés en fait ils ont vraiment vécu un effacement de leur identité. Donc aujourd'hui moi leur fille c'est important pour moi de dire je suis d'abord indienne, je suis d'abord tamoule et après ils se disent bah oui je vis en France de temps en temps ouais. Ok, Voilà. nice. Donc, t'es née en France, grandi. Ouais. Nice. Ok, Ouais. ok. C'est un point super important. Et parce que ce qui m'enchaînera sur ma prochaine question, comment est-ce que toi tu t'es rendu compte que tu étais différente? Comment est-ce que tu t'es rendu compte de ta différence en France? Eh bien par le regard de l'autre. Euh, Tu sais quand j'allais à l'école j'avais l'impression qu'on était tous pareils pour moi. Parce que c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais. Tu vois, nos maîtres, nos maîtresses à la crèche, c'est le même traitement pour tout le monde. L'école républicaine, elle est égale pour tout le monde. Donc, tu vois, moi, j'ai grandi dans ça. Sauf qu'en fait, moi, je traitais tout le monde de la même manière. Sauf que en face, on ne me traitait pas forcément comme ça, tu vois. Donc, ça commence très tôt. Ça commence par des petites choses, je pense, des curiosités sur mon pays. Bon, quand tu es en primaire, tu fais pas forcément gaffe, mais on va te dire des trucs du genre, ah, vous mangez avec les mains ou des choses comme ça. Bon, toi, tu vois pas le mal parce que oui, on mange avec les mains, tu vois. Enfin, c'est pas mal. Ouais.
Et vraiment, je pense qu'il y a un moment où vraiment ça m'a fait du mal. C'était au collège. J'étais avec une copine, on rentrait de l'école. Et là, elle me dit, mais vous mangez vraiment avec les mains du riz jaune et ça sent fort. Waouh. Tu vois? Ouais. Et à ce moment-là, tu vois, j'avais 10 ans. C'est le genre de truc, même si t'as pas l'éducation, même si t'as pas appris ce que c'est le racisme, ça te fait du mal. Bien Tu oui. vois? Il y en a plein qui vont dire non, mais souvent, les gens qui sont pas éduqués, ils ont pas l'apport sociologique, etc. Mais t'as pas besoin, en fait, d'avoir tout ce bagage-là. Tu vois? Et du coup, bah, elle m'avait dit ça et j'avais pas su comment le address, tu vois, j'ai pas su y faire face. Je l'ai dit à ma mère, euh, mais j'avais pas trop envie. En fait, elle a vu que je faisais un peu la tête, donc elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et du coup, j'ai dû lui raconter. Et là, elle était vraiment pas contente, mais elle savait pas pour autant comment. Comment le Ouais, gérer aussi? exactement. Et je me souviens qu'elle avait dit à une de mes professeurs principales du collège, parce que ce jour-là, c'était aussi la réunion parents-prof. Donc la prof, elle avait su du coup m'écouter et elle m'avait dit ah bah je comprends que ça te fait du mal. Elle m'a fait parler quoi et je lui ai dit bah je comprends pas, je suis gênée, ça me dérange, mais j'en sais pas plus. Mais tu vois, ce jour-là, elle a su m'écouter, mais elle m'a pas posé le mot de racisme sur ce qui s'était passé. Est-ce que t'as eu le moment, à un moment, un besoin de fondre dans la masse, genre en mode laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'être différente, j'ai envie d'être comme vous. Carrément, j'ai eu souvent cette envie de disparaître et de faire en sorte qu'on ne me voit pas. Et tu vois, donc je disais, je mentais. Je disais, des fois, je disais que j'étais mauricienne. Mauricienne? Je poussais le truc comme pas possible. En fait, loin. Une fois, j'ai même dit que j'étais malgache, tu vois. Je me suis dit, on va pas associer malgache à n'importe quel pays de l'Asie du Sud et du coup, on va me laisser tranquille. Souvent, c'était ça, je me souviens. Dès qu'il fallait parler de soi et qu'il fallait parler des différences culturelles et tout, je savais que ça me dérange pas d'en parler, tu vois, maintenant, mais c'est juste que je savais qu'il allait avoir ce exotic gaze sur moi. Ah, vous faites comment? Vous mangez comment? Ah, et puis tu sais, tout de suite, il y a le exotic gaze, mais du coup, c'est jamais positif en fait. C'est toujours vous vous mariez comme ça, vous mangez comme ça, enfin, tu vois, sur des idées préconçues, donc c'est pas très intéressant de discuter, donc vaut mieux en fait Juste. être en retrait et voilà quoi. J'ai une question pour toi parce que dire que t'es mauricienne ou que t'es malgache, tu restes quand même quelqu'un qui est non, comment dire, non blanche, donc forcément quelqu'un de différent. Pourquoi pour toi c'était plus facile de dire que t'es malgache ou mauricienne que dire que t'es indienne? Bah, comme tu dis, tu vois, de ma couleur, on peut pas dire que je suis française, tu vois, ou bretonne. Mais euh, je voulais être logique dans mon mensonge. Et en même temps, pour moi, à l'époque, j'étais pas bien au courant de toutes les diasporas indiennes qui se trouvent dans le monde entier. Et donc, pour moi, l'île Maurice, je savais pas en fait qu'il y avait des Indiens là-bas, tu vois. Et à Madagascar non plus, tu vois. C'est après, en fait, quand j'ai un peu plus étudié que je me suis rendu compte, bah, il y en a eu beaucoup à cause de l'esclavage et tout. Et donc, voilà, c'était pour moi. En fait, parce que je savais que si je disais autre chose, on allait me poser d'autres questions, tu vois. J'avais pas envie de. Je n'étais pas là pour discuter avec les gens dehors. Souvent, c'était des gens dehors qui me parlaient. Mais j'avais juste envie de dire un truc et après, basta. Et ils insistent, ils insistent, ils insistent. C'est pour te faire dire, bah oui, je ne viens pas d'ici, en fait. Ouais. Tu Ouais. vois, c'est pour ça que ça nous met dans l'inconfort, je crois. Ouais. Parce qu'ils nous rappellent, mais ils font passer ça dans le prisme de la curiosité. Il y en a plein qui me disent, mais on veut juste savoir, on s'intéresse, tu vois. Et alors qu'en fait, dans cette question-là, c'est toi l'inconfort que ça te crée, c'est que bah, tu viens pas d'ici, tu Ouais. ressembles pas aux Français de souche. Est-ce que tu as eu un moment de déclic où tu as décidé d'assumer que tu étais une femme sud-asiatique? Comment est-ce que... Franchement, je vais pas te mentir, ça a mis du temps. Ouais. Ça a mis énormément de temps. Je suis passée par plein de phases et je te disais au début, les identités de genre ont toujours été des questionnements chez moi. Parce que déjà, quand j'étais petite,
j'aimais pas trop cette étiquette qu'on me mettait. Oh, une fille, ça doit être comme ça. Tu vois, parce qu'à la maison, on a grandi dans ce. Donc j'ai un frère, donc une fille, un garçon. Et il y avait déjà la répartition des rôles des tâches des destinées qui étaient tracées chez nous. Moi, à chaque fois que je faisais quelque chose qui était contre les mœurs, enfin, tu vois, c'était rien, c'était sortir, aller jouer avec mes copines ou, je sais pas, franchement, c'était des trucs tout simples. Par exemple, je sais qu'il y a un truc qui dérange, c'est quand une femme croise les jambes. Ça, c'est un truc vraiment irrespectueux, irrespectueux. Mais elle doit pas écarter les jambes non plus, tu vois, quand elle est assise. Il faut qu'elle soit assise de manière avec les jambes comme ça. Elle ne peut pas les mettre comme ça, elle ne veut pas non plus. Donc, voilà. Ok. Et du coup, en fait, c'est depuis petite que je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces thématiques-là qui allaient me coller, en fait, à la vie, ce truc, tu vois. Dès petite, j'ai compris que c'est différent, que c'était foutu d'avance, tu vois. J'étais là, ok, donc, mon sexe, tu vois, et mon supposé genre allait poser des questions et allait créer de l'inconfort, possiblement, si mes comportements n'étaient pas en accord. Et, euh, et ça, je m'en suis. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont fait me rendre compte de ma position, c'était que les femmes dans ma famille, elles ont toujours été oppressées, de quelconque façon que ce soit violence, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, économiquement, administrativement parlant, enfin, tu vois, le droit de s'habiller de telle manière, dire des choses, cuisiner tel ou tel plat, sortir, se maquiller ou pas. Ça a tout a toujours été un problème. À partir du moment où tu es une femme et que tu fais quelque chose euh, qui est perçu comme trop cela, trop ceci, tu vois. Et donc moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai toujours vu mes tantes se faire gronder par leur mari, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère. Euh, mais les garçons, ils n'avaient pas... ils avaient d'autres problèmes, ils avaient d'autres discriminations, mais ils n'avaient pas... on vivait pas les mêmes types d'oppression. Et ça, aujourd'hui, c'est la première chose à laquelle je pense, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, je suis une femme indienne tamoule, mais c'est parce que je retiens et je me souviens de tout ce que j'ai vécu et tout ce que mes tantes, mes grands-mères ont vécu, tu vois. Je suis pas toute seule, en fait. J'ai tout le monde un peu... je veux pas dire sur mes épaules parce que c'est pas non plus... Enfin, je veux pas le dire en négatif, en fardeau, C'est pas un mais fardeau. on peut pas renier que voilà, c'était pas tout rose, quoi. Est-ce que tu ressens comme un besoin de faire différemment ou tu sens que ça, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu finiras par suivre les mêmes parcours que ta mère ou tes tantes, ou tu penses qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, en tant que femme indienne tamoule, tu peux faire différemment? Ah, complètement. Complètement. Pourtant, tu me diras, c'était peut-être mal parti parce que je proviens d'un écosystème assez conservateur et strict en termes d'éducation. Euh, mais j'avais pas, je réussissais pas à être sage dès le plus jeune âge. Enfin, sage, je m'entends, c'est sage dans les yeux de ma mère en fait. Parce que en vrai, j'étais sage. En vrai, je pas de casier judiciaire. Enfin, tu vois, je faisais pas de bêtises à T'as pas fait le mur, t'as pas... Non, mais voilà, il y a le sage et sage plus plus. Enfin, sage plus plus dans les yeux de mes parents, c'était être leur serviteur, tu vois, enfin rien dire, dire oui à tout, enfin tu vois. C'était ça dans lequel ils me retrouvaient pas, enfin surtout ma mère. Elle comprenait pas en fait pourquoi je disais non à certaines choses, pourquoi je posais des questions, pourquoi j'haussais la voix des fois, pourquoi j'étais en colère des fois. Tu vois, au lieu d'écouter les colères et d'essayer de comprendre en tant que parent, ça a toujours été réprimé. Et donc déjà petit à petit, il y avait ces choses-là et puis après moi, c'est vrai que dans ma phase adolescente, j'ai eu beaucoup de rébellion, d'incompréhension. Sauf que, comme je te dis, ça a été réprimé. Mais en fait, à partir du moment où j'ai gagné en liberté, c'est-à-dire que j'ai déménagé pour les études, etc., là, c'était fini. Mais c'était fini. Je suis partie en Allemagne pour étudier
en fait, de fil en aiguille, tu vois, j'ai continué mes études, j'ai travaillé un peu à l'étranger, puis après, je suis revenue en France, mais pour mes études, j'ai choisi une autre ville pour mon master en particulier. Et en fait, je le vois un peu comme ça. Si tu regardes bien dans mon parcours, bah, à 20 ans, je suis partie bah, étudier et depuis, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je ne suis plus jamais revenue. Mais pourtant, ce n'était pas quelque chose d'officiel. J'ai jamais dit, tu vois, j'ai jamais eu le courage de dire, bah non, je me casse. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait chez nous, tu vois. Déjà, dans les femmes de ma famille, il n'y en a pas une qui est partie, enfin, à l'étranger pour faire des études, des choses comme ça, ou même loin pour aller étudier. Et, euh, et je me rends compte de tous ces choix-là, en fait, ils sont pas anodins. J'ai toujours fait en opposition ou enfin à des choses que elle n'avait pas eues. Mais en même temps, je sais que ma mère, elle est extrêmement fière, mais elle me le dira jamais. Elle est fière, elle en parle à ses copines. Oui, elle est là-bas, elle fait telle étude et tout. Mais elle me le dira jamais en face. Et en fait, dans tous mes choix, c'est ça qui se montre, hein, qui se manifeste. Après, il y a clairement des choix où elle n'est pas du. Enfin, c'est en voie de guérison, je dirais, mais il y a des choses avec lesquelles elle n'est pas du tout en paix, notamment le choix de mon conjoint, parce que j'ai choisi moi-même et j'étais Ok. pas censée. Il était Et en indien? plus, il n'est pas indien, il n'est pas tamoul, il n'est pas de la même Les religion. problèmes, voilà. Là, pour le coup, là, c'est, tu vois, quand tu me dis, est-ce que tu as suivi le parcours ou est-ce que tu as fait autrement, bah, là, c'est. Complètement. Mais pourtant, tu vois, ce choix, j'ai pas non plus choisi exprès, tu vois, tu choisis pas ton amour, enfin, je veux dire, Ouais. ça s'est passé, voilà. Mais quand tu regardes aujourd'hui, et moi, je l'ai jamais remarqué, mais j'avais une collègue à l'époque qui m'avait dit, ah ouais, toi, tu as choisi l'opposé de ce que ta mère aurait voulu pour toi, quoi. Et j'étais là, bah ouais. Mais ta mère s'entend bien avec ton conjoint ou Bah écoute, pendant 3 ans, on s'est pas parlé. Ah oui. Ah ouais. Ouais, Ok. on en est là, ouais. Comme ça. D'accord. Très têtue. Et c'est drôle parce que, tu vois, j'ai grandi en mode je serai pas comme mes parents. Et en fait, moi aussi, je suis têtue. Du coup, c'est ce qui m'a permis, moi, de tenir le coup. Mais j'avais quand même cette envie de me rabibocher avec elle, tu vois. Ok, on se parlait pas. Je pense que ça nous a fait du bien toutes les deux, hein, de pas se parler, de faire une pause. Mais 3 ans, my God. Ouais, c'est dur, non, franchement, c'est dur. Je me demande pour elle comment ça devait être. T'es la seule fille en plus, ça devait être difficile. Est-ce que tu sais danser Bollywood? Qu'est-ce que... J'ai tellement rigolé quand tu m'as... Parce que j'écoutais du coup tous tes podcasts avant de savoir à qui j'allais avoir comment j'allais aborder la discussion. Et quand j'ai entendu cette phrase, est-ce que tu sais danser Bollywood? J'ai tellement rigolé parce que ça me fait penser genre à nous aussi les Africaines quand on entend... quand on est en soirée, danse, c'est la danse de chez toi, est-ce que tu sais... Ah. Et donc toi, qu'est-ce que cette phrase évoque chez toi? Est-ce que tu sais danser Bollywood? C'est horrible en fait comme, comme question parce que il y a tellement d'amalgame, tu vois. Bollywood, ça veut dire quoi? C'est la contraction de Bombay et de Hollywood. Donc en soi, c'est le nom d'une ville, tu vois. Enfin, donc je vois pas. Enfin, grammaticalement, enfin, la syntaxe veut rien dire si c'est dans Bollywood. C'est comme si on disait genre un Américain du Texas, est-ce que tu sais danser à Hollywood? Donc déjà, à ce niveau-là, ça passait pas. Après, moi, je viens du sud de l'Inde. Et chez nous, c'est pas du tout Bollywood, mais Collywood, avec un K. Ouais, je connais. Donc, tu vois, je me reconnaissais même pas dans ce qu'il me racontait. Et j'étais là, bah, nous, enfin, c'est Collywood, mais c'est des trucs que vous verrez jamais de votre vie. Enfin, ça passe pas du tout à la télé, ça passe pas. Enfin, je trouve ça très intrusif. Ouais. Parce qu'on va venir déjà te demander, est-ce que tu sais danser? Donc, ça veut dire que parce que tu as une certaine couleur, tu sais, aurais des aptitudes à danser. Donc, la danse, c'est dans le rythme, dans le sang, enfin, tout ça. Après, bah, du coup, on me colle à des identités qui ne sont pas les miennes. Et, euh, et pourquoi je dirais oui ou non? Enfin, c'est quoi cette.
qu'est-ce qu'on va faire si je dis non, tu vois? Enfin, et tu vois, et c'est la même chose. J'avais la même réaction quand on me demandait d'où je venais. Donc je mentais, tu vois. Parce qu'en vrai, je comprenais ce qu'il disait. Il me demandait quoi? Il me demandait, est-ce que tu maîtrises ou est-ce que tu connais certaines formes de danse indienne? C'est ça qu'il voulait dire. Et, et c'était drôle qu'ils me le disent comme ça, de manière aussi contractée, réduite, réducteur. Est-ce que tu sais danser Bollywood? Enfin, chez nous, l'art, ça a une place très, très, très importante. Et le réduire à quelque chose qu'on voit à la télé et dans le cinéma, enfin, pour moi, ça n'allait pas du tout. Et c'était dommage parce que moi, j'adore danser, j'aime bien la danse indienne et toutes les danses indiennes. Et je disais des fois, non. Je disais, bah non, je sais pas. Je m'en souviens quand j'avais 18-19 ans et j'avais que l'image de Bollywood qui étaient clairs de peau, tu vois, genre Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, tous ces acteurs-là, ils étaient clairs de peau, les filles, on n'en parle même pas. Et donc, la première fois, je me rends en Angleterre ou en Allemagne, entre un des deux, et je me rends compte en fait que les Indiens dans la vraie vie, en fait, non, ils ont la peau foncée. Et moi, j'étais en mode, mais, oh, c'est quoi ça? C'est pas de vrais Indiens, je disais. C'est pas possible. Et genre, est-ce que toi, t'as eu est-ce que les gens te faisaient ce genre de remarques? Quelles sont vraiment les différences majeures entre ce que le cinéma nous présente et la réalité, en fait, en Inde? Ah, mais complètement. Tu vois, tu te dis que les seules images que tu avais de Bollywood, c'était des personnes claires, de peau. C'est parce qu'en fait, c'est un choix de l'industrie cinématographique. On choisit que des acteurs et des actrices qui sont très clairs, qui tirent vers le blanc. Parce que le cinéma en Inde, c'est très fort. Il a un pouvoir influent énorme, en fait. Donc, tu vois, comment véhiculer des messages sur la beauté, sur la valeur des gens, etc., via le cinéma, via le choix des, des protagonistes. Donc, c'est du colorisme à 100%, tu vois. Et donc, les acteurs qui pouvaient peut-être avoir ma couleur de peau, ils avaient des rôles différents. Ils ont pas forcément des rôles de principaux. Ouais. Et en fonction des industries, pour le coup, Bollywood, ils sont très, très à cheval là-dessus. Ils ont vraiment du mal à mettre des protagonistes on va dire, de teinte foncée. Dans le sud de l'Inde, bah, dans l'industrie qu'Hollywood, que moi je regarde, on va dire qu'il y a quand même beaucoup plus on va dire, de diversité, même si, tu vois, par exemple, le choix de l'actrice, ce sera toujours une personne claire. Alors qu'il y a du sexisme là-dedans, alors que le gars, lui, il peut être un peu plus foncé. Quand j'étais petite, je comprenais pas. Je croyais que c'était juste une question d'avoir la peau claire, la peau foncée. Mais en fait, le message derrière, c'est qu'il y a de la négrophobie. Et ça, j'ai vraiment du mal. Je suis trahie, je me sens trahie, tu vois. Je me dis, ben non. Parce que c'est pire, parce qu'on, bon, d'accord, tu vois, quand on était petite, par exemple, ma mère, elle m'achetait des crèmes pour m'éclaircir la peau. Moi, ouais, moi, je l'écoutais, tu vois, je le faisais. Tout le monde faisait ça. Voilà, elle l'a fait, mes cousines, mes grands-mères, à la télé, tu as des publicités horribles. Tu vois des femmes qui ont la peau foncée, qui trouvent pas de travail, qui n'ont pas de mari, et il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, bah, prends cette crème-là, et après, ça ira. Et après, dans la pub, bah, elle a plein d'offres et elle a un mari et tout. Enfin, bref, horrible. Mais tu vois, quand j'étais petite, je ne voyais pas le lien qu'il y a dans le système global aujourd'hui et les populations noires. Les populations afrodescendantes noires et tout, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je m'informe beaucoup, je m'éduque beaucoup. Et là, je me dis, ah non, mais c'est grave. Enfin, on est raciste, en fait. Tu vois, on est raciste et en plus, on est négrophobe. C'est-à-dire que il faut surtout pas ressembler aux Noirs. Et ça, c'est vraiment un truc enfin, qui me touche beaucoup parce que j'ai pas su le voir en fait plus tôt, tu vois. Et je sais, il y a plein de jeunes dans la communauté sud-asiatique qui se rendent pas compte en fait de ça.
en fait, nos parents, ils ont toujours été racistes, ils ont toujours été négrophobes. Et tu te rends compte que tout ça, en fait, c'est les ruines de la colonisation Ouais. et qu'ils ont bien fait leur calcul, tu vois. Et que jusqu'à aujourd'hui, ça existe, cette marque, elle est encore en vente. Dans les films, c'est encore euh, à l'heure, quoi, ce truc. Puis là, je regardais des films, en ce moment, j'en re-regarde, des films que j'aimais bien dans mon enfance. Bah, aujourd'hui, j'ai honte, quoi. Un Parce que autre c'est regard. raciste. Et puis, c'est du racisme décomplexé, quoi. Ils vont dire, ah, sale noir, ils vont faire des comparaisons, tu vois, des trucs vraiment horribles. Non, raciste et horrible. Je pense que si t'aurais été, t'avais été là-bas, t'aurais peut-être pas eu le même éveil que tu as en étant en France. Ouais. Et non, je pense pas. Moi, je suis persuadée que j'ai acquis en ouverture d'esprit à partir du moment je suis partie de chez moi et où j'ai rencontré des personnes euh, qui soient similaires ou soit différentes, mais tu vois, rencontrer d'autres personnes, sortir de mon cocon Ouais. et beaucoup via les ouvrages en fait afroféministes Yes. notamment où j'ai beaucoup appris en fait. Elles ont ouvert la voie bah, pour toutes les autres minorités, tu vois. Ouais. Et je suis pas sûre que j'aurais eu le même éveil par rapport au racisme. Et sachant que bah, dans ma famille, enfin, ils sont tous conservateurs, tu vois. Donc, je pense que j'aurais été éduquée peut-être même à la dure, quoi. Ça aurait été pire, je pense. Mhm. Après, ce que je me rends compte, c'est que, tu vois, quand on est enfant d'immigrés, les parents sont beaucoup plus stricts et ils gardent en tête des traditions et des fonctionnements que eux, ils ont eu jusqu'à ce qu'ils partent du pays. Quand ils arrivent, tu vois, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont en France, ils sont encore dans l'Inde de 90. Wow. Alors que tu vois, en Inde, aujourd'hui, on a dépénalisé le mariage homosexuel. Euh, Ok. la question de transgenre, elle est beaucoup plus ouverte parce qu'en Inde, il y a toujours eu des transgenres. Mais Mm. tu vois, sur la carte d'identité, il y a une case où tu peux mettre troisième genre, par exemple. Ok. Et tu vois, ça, Nice. c'est des trucs que mes parents, aujourd'hui, ils sont pas dans l'acceptation par rapport à ça. Ils sont homophobes. Homophobe, négrophobe, raciste. Waouh. Misogynes, tout ce que tu veux. Misogyne surtout. Euh, Waouh. Mais tu vois, c'est super intéressant que toi, t'aies le courage de dire et de voir tes parents et de pouvoir acknowledge, tu vois. Parce que beaucoup vont être beaucoup dans le déni en mode mais non, mais non, mais non. Et toi, tu dis vraiment non, mes parents sont ça, 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 ça. Et c'est pas que tu le renies pas, mais tu as conscience de ça. Tu sais que tu pourras peut-être jamais les changer, mais toi, au moins, tu as conscience et tu vas pas faire la même chose. Tu vois, c'est ça l'évolution. c'est exactement ça. Et quand tu dis, tu vois, est-ce que je continue ou pas dans leur lancée, bah là, c'est complètement non, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment en opposition par rapport à ça. Je me définis comme antiraciste. Je dénonce justement bah, le anti-blackness, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour le coup, je suis vraiment en complète opposition par rapport à ça à mes parents. Et tu vois, je me dis, si j'avais été éduquée en Inde et si j'avais vécu là-bas, je pense que j'aurais vu autre chose, pas le racisme, mais j'aurais peut-être vu, et j'espère, avoir vu le système des castes et Ouais. l'oppression de castes. Parce que même ça, tu vois, bah, on parle beaucoup de racisme avec ma mère, elle le conçoit, qu'il y a du racisme en France, tu vois. Ok. Mais par contre, elle arrive toujours pas à voir que elle est privilégiée et qu'il y a des castes en Inde, donc la caste des Dalits, des castes opprimées, c'est un panel de plusieurs castes qui sont opprimées. Et jusqu'à maintenant, ces castes-là sont vraiment présentes. Ouais, Actually. malgré les quotas, malgré tout ce que tu veux, c'est ancré, quoi. Mais tu vois, ma mère, elle n'arrive pas à le concevoir. Elle me dit, mais non, en fait, elle se positionne dans la place de privilégiée. Elle se dit, mais non, moi aussi j'ai des problèmes. Euh, moi aussi, ici, je galère parce que c'est vrai, en France, ils sont arrivés, ils galéraient, tu vois. Ma mère, elle est femme de ménage, mon père, il a travaillé aussi en tant qu'homme de ménage. Tu vois, donc, elle a que ça en image. Elle se dit, bah non, nous aussi, on galère, tu vois, alors qu'en Inde, ils ont quand même les moyens.
ils ont accès à la propriété. Hmm. Ils sont pas multimilliardaires, tu vois, mais là-bas, ils ont une vie aisée qui est confortable sur plusieurs peut-être décennies, je dirais. Ok. Mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir le privilège de classe qu'elle a. Ni ton ando, ni ton backpack. Comment? Qu'est-ce qui a donné envie de... Qu'est-ce qui a suscité l'envie de créer ce podcast? En France, tout simplement, hein, je ne me retrouvais pas dans les représentations, que ce Hmm. soit dans l'espace public, que ce soit dans les médias, dans l'art, dans la littérature. Exister en tant que femme indienne, c'est pas un sujet. Tu vois, on nous pousse vraiment pour l'assimilation. Et Hmm. du coup, euh, à ce moment-là, je découvrais le monde des podcasts et j'ai fait mes recherches, tu vois. Je me disais, bah, il doit bien y avoir quelque chose qui parle je sais pas moi, de mes thématiques. Et je ne trouvais pas. Et c'est drôle parce que ça correspondait pas mal au moment où j'étais un peu en conflit, enfin, en pré-conflit avec ma mère par rapport à mon conjoint. Moi, je me suis dit, bah, je vais regarder comment les femmes avant moi ont fait. Ok. Et j'ai rien trouvé. Sur Internet, j'ai tapé pendant longtemps, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Et pourtant, ça existe. Et pourtant, ça existe. Mais Hmm. ça voulait donc dire il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas donc de représentativité et surtout que personne en parle. Hmm. Et donc, Ouais. moi, c'est vraiment ces trois piliers-là qui m'ont frappée et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, on existe pourtant et je n'arrive pas à me voir dans les récits. Alors que tu vois, en Angleterre, comme tu disais, il y a énormément de contenu qui est produit. En anglais, il y avait plein de ressources. Il y avait plein de ressources. Mais moi, ce que je cherchais là, je cherchais dans l'espace francophone, français, il n'y avait pas. Et donc, c'est parti de là. Je me suis dit, bah, je vais contribuer à ouvrir le champ des possibles pour la communauté des Sud-Asiatiques, parce que pour le coup, tu vois, je m'arrête pas qu'à l'Inde. Je trouve que en fait, pour moi, j'avais besoin de cette dimension historique qui remonte à avant la colonisation, hein. Il y a toujours Ok. eu des mouvements migratoires depuis l'Inde à Maurice, en Guyane, en France métropolitaine, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Enfin, on est quand même pas mal, Ouais. beaucoup. Et après, il y a eu aussi bah, l'engagisme. Donc, c'est comment dire, c'est une version soft, on va dire. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire. Une version soft de la mise en esclavage. C'est que là, ils disaient, on les force pas, on leur donne le choix. Sauf qu'en vrai, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils étaient très pauvres et que c'est ce qu'on leur faisait miroiter, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, allez donc à Maurice, allez donc en Guadeloupe, vous travaillez là-bas pendant 2, 3 ans et après vous pouvez du coup envoyer de l'argent à votre famille, etc. C'était un ressort économique, tu vois. Mais tu vois, ils l'ont appelé l'engagisme. Ça, c'est incroyable parce que du coup, aujourd'hui, les gens pensent encore que c'était des choix que les Indiens d'Inde ont fait, quoi. Alors que partir, quitter ta famille, etc. Enfin, dans ces conditions-là, tu vois, entre l'Inde et Maurice, il y a quand même de la route en bateau. Il y en a Hmm. tellement qui mouraient dans les bateaux. Wow. Et ils étaient à la merci des Anglais et des Français ou des Hollandais. Et donc, j'ai beaucoup découvert ça et pour moi, c'était très important de les inclure parce que je me suis rendu compte après que, par exemple, les Indiens de Guadeloupe, bah, ils sont pas représentés non plus. Ok. C'est vrai qu'on Donc, leur... ouais, c'est ça en fait. Donc voilà, un peu pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu créer un média, une plateforme dans laquelle je pourrais parler ouvertement de toutes nos thématiques, parce que de toute façon, quand on parle de nous, on le fait très mal en fait. On le fait très mal et ça me faisait beaucoup de mal. Parce que c'est ça qui a beaucoup impacté, je dirais, mon adolescence, la manière dont je vois les choses. Tu vois, je prends souvent l'exemple des documentaires Arte. Si c'était pas sur la pauvreté, c'était sur le viol en Inde. Ouais. Et tu vois, quand les gens t'arrêtent pour te dire, mais en Inde, vous violez, vous
tuer les petites filles. Vous êtes pauvres. Ah, c'est très pauvre quand même. C'est beau, c'est coloré, mais c'est très pauvre. Qu'est-ce que tu veux leur dire en fait? C'est là où j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment du own voice, que c'est à nous de parler pour nous, parce que personne ne le fera aussi bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Mais j'ai une question. Et ces réalités-là, genre ces documentaires sur le viol, sur les agressions, la violence, la pauvreté, c'est une partie qui est vraie ou c'est surdimensionné en fait? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ah non, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Forcément, tu vois, le pays comporte 1,3 milliard, il me semble, de personnes. Donc forcément, les chiffres sont aberrants en fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on rapporte ces chiffres-là à la France, qui est toute petite à côté. Ouais. Donc forcément, c'est énorme, c'est tout ce que tu veux. Moi, je refute pas du tout. Au contraire, je refute pas du tout ce qui se passe là-bas. C'est vrai. Et c'est exactement le résultat d'une société patriarcale, sexiste, classiste. Donc, je me dis juste que c'est des problèmes, en effet, c'est des fléaux de la société, mais en fait, comme qui existent partout et qui ont juste des formes différentes, tu vois. Ça va être différent dans les pays. Et aussi, je me bats contre cette essentialisation. Tu vois, vraiment, on colle indien égale pays de violeurs ou des choses comme ça, tu vois. Et j'ai voulu aussi dire que il y avait autre chose aussi, tu vois. Et je sais que l'intention derrière, c'est aussi de diaboliser les pays et de dire que regardez, nous en Europe, on brille. On nous apprend, en fait, on sait juste ce qu'on voit, tu vois. Et parfois c'est très compliqué, genre quelqu'un te dit ouais, en Inde c'est ça. Tu vas pas forcément te dire ok, je vais aller regarder en vrai c'est quoi, genre parce qu'on a cette flemme entre guillemets d'aller faire des recherches soi-même qu'on croit en fait, qu'on dit. T'as aussi créé ça pour développer pour montrer aussi les bons côtés de l'Inde finalement, tu vois. C'est la diversité aussi en disant que c'est pas que Bollywood, que il y a aussi d'autres pays, que c'est pas, il y a plusieurs industries dans le cinéma et que tu peux partir en vacances et découvrir d'autres choses que ce qu'on voit dans les documentaires. En fait, c'est vraiment ça. Tu vois, je sais qu'avant le podcast, bon, j'ai écumé beaucoup Internet et je me souviens avoir vu des vidéos de femmes blanches qui partent en voyage en Inde et souvent les titres étaient horribles, tu vois. C'était des clickbait. Comment j'ai survécu en Inde à soit aux violences ou je sais pas, enfin, au harcèlement. Mais tu vois, ces choses-là, ça existe déjà en France en fait. Mais Ouais. bien sûr que ça existe partout parce que le patriarcat, c'est partout en fait. Mais Ouais. c'est juste qu'il prend différentes formes et que voilà. Mais je vois pas en fait. Est-ce que tu vois, tu verrais une vidéo comme ça de quelqu'un qui dit ça en France? Non, jamais. C'est souvent I went to Paris. Finally my dream came true. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce média et mais c'est pas pour autant que je vais pas dénoncer ce qui se passe ici. Bah oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même rester réaliste. Hein. Oui, Ouais. c'est ça. J'ai choisi de prendre cet angle-là, moi. Je veux pas être dans le déni et je continue à apprendre, tu vois. Mais les choses telles que le colorisme ou l'anti-blackness et les privilèges de caste, etc., c'est des choses que pour moi, c'est important en fait de le dénoncer parce que je sais que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui veut le faire. C'est vrai. Et tu le fais bien. Tu le fais très bien, Brigitte. Non, c'est super intéressant. Ta page est vraiment intéressante. Moi, quand je tombais dessus, je me suis dit, on est à distance, mais il faut quand même que j'ai une discussion avec elle parce que c'est important. Parce que c'est très rare, en fait, d'avoir des discussions avec des gens qui ne ressemblent pas. Mais finalement, d'un côté, on a des points en commun, on partage des histoires pas similaires, mais qui peuvent se rejoindre, tu vois. Et c'est toujours bien de savoir ce qui se passe chez l'autre aussi, tu vois. Parce que même si je n'aime pas ce mot de parler de minorité, mais c'est comme ça qu'on est catégorisé dans cette society. Et ce qui fait que on faut qu'on se rassemble tous en fait pour montrer que non, en fait, on n'a rien du tout d'une minorité en fait, tu vois. Oui, ah, mais oui.
C'est Mm. ça. Et surtout qu'en fait, on se rend pas compte, mais on a tous ce qui nous, je pense, ce qui nous, je sais pas comment dire, rassemble, mais c'est qu'on a tous été colonisés, tu vois. Mm. Yeah. Donc, C'est oui, vrai. ça va être différent en fonction des pays, mais les oppresseurs ont été les mêmes. Ton identité à toi, elle te va et tu es fière de l'assumer aujourd'hui. Ah, complètement. Aujourd'hui, plus du tout décomplexé, tu vois, plus du tout complexé, pardon, plus du tout complexé de dire que je suis indienne, que je suis tamoule. Aujourd'hui, je l'ai pas, mais je porte le pot de très régulièrement dehors. Je n'hésite plus à montrer en fait les facettes que j'ai réprimées plus tôt dans mon enfance. Mhm. Et je n'hésite pas à les arborer fièrement, ça c'est sûr. Et à aussi à dénoncer quand ça va pas, tu vois. Maintenant, il y a plus personne. Il y a plus personne qui me demande si c'est dans ces Bollywood. Il y a plus personne qui me demande tu viens d'où. Parce que ma Mm. posture a changé. Ma Ouais. posture a changé, même si les gens ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas dans mon entourage ce que je fais, mes postures militantes, tout ce que je pense, mes opinions, etc. Mais comme ma posture a changé, et je pense que mon mindset de base a changé, je fais moins face à ce genre de racisme-là, en tout cas, tu vois, qui peut être frontal. Mm. Euh, je trouve que ça change beaucoup, en fait, dans la manière dont je me percevais plus jeune. Et je trouve que c'est une force. Après, clairement, bien sûr, le racisme, il y en a partout, tu vois, donc je sais très bien que tôt ou tard, on n'est jamais à l'abri, tu vois. Ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Brigitte, avec nous. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez. C'est un épisode super intéressant. Ça vaut le coup de partager, même partagez-le avec vos amis et ayez une discussion autour de ça, sur tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. C'est super important. Laissez-nous une évaluation aussi si vous nous écoutez sur le podcast. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous voulez aussi nous apporter un soutien supplémentaire, faites-nous un don sur PayPal. On a besoin de grandir et pour ça il nous faut des sous. Voilà, donc merci encore une fois Brigitte. Et est-ce que tu as une autre chose à dire? Comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que un petit mot de la fin? Bah, merci beaucoup à toi, Sarah. Moi, je regarde tes vidéos un peu religieusement. J'adore tous les talks qui se font. Enfin, j'aime trop comment les gens sont à l'aise, en fait.